C'est une bonne leçon pour toi. Mon père m'a humilié alors que je lui demandais de l'aide. Il ne savait pas que j'avais 47 millions d'euros à la banque. La vengeance allait être terrible. Je m'appelle Amélie, et j'ai 34 ans. Il y a encore quelques mois, si vous m'aviez demandé de décrire ma vie, j'aurais utilisé un seul mot, grise. Grise comme le ciel de Lyon en hiver, grise comme les murs de mon petit appartement sur les pentes de la Croix-Rousse, grise comme les chiffres que je passais mes journées à aligner. Mon père venait de m'humilier publiquement pour une demande de 5 000 euros, me disant que c'était une « bonne leçon ». Il ignorait que sur mon compte en banque, 47 millions d'euros dormaient paisiblement. Il ignorait que ma vengeance serait silencieuse, mais terrible. Avant de vous raconter en détail comment j'en suis arrivé à ce point de rupture, à ce plan machiavélique, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, laissez un commentaire pour me dire depuis quelle ville ou quel pays vous me suivez, et quelle heure il est chez vous. On se sent moins seul en partageant nos histoires, n'est-ce pas? Ma vie, donc, était une routine sans fin, rythmée par le son du métro le matin et le silence de mon petit appartement le soir. J'étais comptable dans une petite PME spécialisée dans l'import-export. Un travail stable, comme disait mon père, mais qui me rongeait de l'intérieur. La stabilité, pour moi, avait le goût de l'ennui et de l'injustice. Les journées de 10 heures étaient la norme, pas l'exception. Mon patron, Monsieur Durand, avait l'art de présenter mes analyses financières comme les siennes lors des réunions du conseil. Mes collègues, eux, avaient compris que je ne savais pas dire non, ils me laissaient leurs dossiers urgents le vendredi à 17 heures avant de partir en week-end en me lançant un « Merci Amélie, tu nous sauves la vie ». Je souriais, j'encaissais, et je rentrais chez moi vers 21 heures, épuisée, pour affronter ma deuxième journée, celle des factures qui s'accumulent, des fins de mois difficiles et de cette angoisse sourde qui me serrait la gorge. Mon appartement était mon refuge et ma prison. 35 mètres carrés que j'avais mis des années à meubler avec des trouvailles du Bon Coin et des cadeaux de ma tante. C'était petit, mais c'était le mien. Depuis ma fenêtre, je voyais les lumières de la ville danser sur la Saône, des vies qui semblaient plus excitantes, plus colorées que la mienne. Je rêvais de voyages lointains, de pouvoir entrer dans un restaurant sans d'abord étudier la carte affichée à l'extérieur, de pouvoir offrir un vrai cadeau, un beau cadeau, à ma tante Martine pour son anniversaire, elle qui méritait tant. Mais la réalité me rattrapait toujours, brutale. Une panne de machine à laver qui me coûtait 300 euros de réparation, une facture de dentiste imprévue, et tout mon budget du mois s'effondrait comme un château de cartes. J'étais devenue une experte en promotion, en bons de réduction, en calcul d'apothicaire pour joindre les deux bouts. Ma vie était une feuille de calcul Excel. Ma seule petite folie, mon seul rituel d'espoir, c'était ce billet de loto que j'achetais chaque vendredi au bureau de tabac du coin, chez Monsieur Martin. 10 euros par semaine. Une somme dérisoire pour certains, mais qui représentait un vrai choix pour moi. Ma famille trouvait ça ridicule. Mon père, le professeur de physique à la retraite, me faisait des cours magistraux sur les probabilités infinitésimales. Ma sœur, Hélène, me disait en riant que je ferais mieux de lui donner l'argent directement pour les études de ses enfants. Mon frère, Julien, me demandait pourquoi je ne l'investissais pas dans ces projets fumeux qui ne voyaient jamais le jour. Mais pour moi, ce petit bout de papier représentait une porte de sortie, une chance infime de tout changer. C'était le carburant de mes rêves, la seule chose qui m'empêchait de sombrer complètement dans la grisaille. Je ne savais pas encore que cette petite habitude, cette dépense de 10 euros par semaine, allait faire basculer ma vie et révéler le vrai visage de tout ce que j'aimais. Pour comprendre pourquoi j'ai ressenti le besoin viscéral de tendre ce piège à ma propre famille, il faut que je vous parle d'eux. Sur le papier, tout avait l'air normal, une famille française de classe moyenne, avec ses hauts et ses bas. Mais derrière les sourires crispés des photos de Noël se cachait un réseau complexe de dettes non remboursées, de jalousie tenace et de déception profonde. Mes parents, Gérard et Daniel, avaient divorcé quand j'étais adolescente. Un divorce amer, destructeur, qui avait tracé une ligne de faille au milieu de notre foyer et nous avait forcés, les enfants, à choisir un camp. Mon père, Gérard, s'était toujours vu comme le pilier moral de la famille, le sage. Professeur de physique, il avait une réponse à tout et une opinion sur tout, surtout sur la manière dont les autres devaient gérer leur argent, un domaine où il excellait en théorie mais beaucoup moins en pratique. Depuis sa retraite,
Il passait son temps à bricoler dans son garage et à me donner des leçons de vie que je n'avais pas demandées. Il s'était remarié avec une femme plus jeune, Sylvie, une décoratrice d'intérieur qui semblait avoir pour unique mission dans la vie de dépenser l'argent qu'il avait mis de côté pendant 40 ans. Chaque fois que je les voyais, ils revenaient d'un nouveau voyage ou planifiaient des rénovations coûteuses. Ma mère, Danielle, avait pris un chemin radicalement différent. Elle avait épousé Bernard, un entrepreneur qui avait très bien réussi dans l'immobilier. Ils avaient une belle maison, voyageaient en classe affaires, mais Bernard était d'une avarice maladive. Il contrôlait chaque centime, demandait des comptes pour un simple café en terrasse. Ma mère semblait vivre dans une cage dorée, toujours obligée de justifier la moindre dépense. Pour elle, l'argent était devenu une source de sécurité, mais aussi une angoisse de tous les instants. Et puis, il y avait mes frères et sœurs. Hélène, ma petite sœur, était la fierté de la famille, la vitrine de notre réussite. Mariée à un chirurgien de renom, mère de 2 enfants parfaits qui faisaient du violon et de l'équitation, elle vivait dans une villa magnifique à Écully. Elle était belle, réussissait tout ce qu'elle entreprenait, et ne manquait jamais une occasion de me faire sentir à quel point ma vie était médiocre en comparaison. Elle le faisait avec une fausse bienveillance, « Oh, ma pauvre Amélie, tu travailles trop, tu devrais prendre soin de toi », qui sonnaient comme des insultes à peine voilées. Julien, mon frère aîné, était son opposé polaire. Charmant, intelligent, mais incapable de garder un travail plus de 6 mois. Il était passé maître dans l'art de la complainte, de l'appel à l'aide désespérée. Il avait toujours un projet génial sur le point d'aboutir, un investissement qui allait le rendre riche, mais il lui manquait toujours, juste un petit coup de pouce financier pour démarrer. Ce coup de pouce, c'était toujours moi qui le donnais. Le reste de la famille n'était pas mieux. Ma tante Héloïse, la sœur de mon père, avait épousé un notaire et passait les repas de famille à critiquer ma coiffure, mon appartement et mon célibat persistant. Seule ma tante Martine, la sœur de ma mère, était une bouffée d'air frais dans ce tableau. Institutrice en banlieue, elle vivait modestement dans un petit F2, mais son cœur était immense. Elle était la seule à m'appeler juste pour prendre de mes nouvelles, la seule qui se souvenait que j'adorais les livres de Romain Gary. Au fil des ans, j'étais devenue la banque de secours de la famille. J'avais vidé mon livret A pour payer les dettes de jeu de Julien, qu'il m'avait présenté comme un investissement crucial dans une start-up de crypto-monnaie. L'argent s'était volatilisé, tout comme ses promesses de remboursement. J'avais mis 2000 € sur ma carte de crédit pour aider Hélène à payer le traiteur de son mariage somptueux, une somme qu'elle avait, complètement oubliée, de me rembourser. J'avais même envoyé 1500 € à mon père pour des réparations urgentes sur le toit, avant de voir des photos de lui et de Sylvie en vacances aux Baléares une semaine plus tard. Chaque fois, je me sentais stupide, utilisée, mais je ne pouvais pas dire non. C'était ma famille, après tout. J'avais toujours été la bouée de sauvetage, celle qu'on appelle en cas de crise. Mais que se passerait-il si, pour une fois, c'était moi qui étais en train de me noyer ? Le jour qui a tout changé était mon 34e anniversaire. L'ironie de la situation me frappe encore aujourd'hui. J'avais passé une semaine absolument horrible au bureau. Mon patron m'avait non seulement volé une idée brillante lors d'une réunion importante avec un client, mais il m'avait en plus réprimandé devant tout le monde pour une erreur mineure qui n'était même pas de mon fait. J'avais dû rester jusqu'à 21 h tous les soirs pour rattraper le travail d'un collègue en arrêt maladie, sans un mot de remerciement. Je me sentais vide, invisible, comme une simple pièce interchangeable dans une grande machine. En rentrant chez moi ce vendredi soir-là, sous une pluie fine et déprimante, je suis passé devant le bureau de tabac de Monsieur Martin, comme d'habitude. La lumière chaude à l'intérieur contrastait avec la grisaille de la rue. Alors Amélie, on tente sa chance pour son anniversaire, m'a-t-il lancé avec son sourire bienveillant habituel. D'habitude, je prenais un « flash », des numéros choisis au hasard par la machine, comme si je laissais le destin décider pour moi. Mais ce soir-là, animé par une impulsion que je ne m'explique toujours pas, j'ai décidé de faire différemment. J'ai pris une grille et un stylo. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai coché des dates qui comptaient pour moi, des fragments de ma vie. Le jour de ma naissance, le 12. Celui de ma mère, le 25. Celui de mon père, le 4. L'anniversaire de ma tante Martine, le 31. Et puis, dans un élan de pardon ou de folie,
j'ai ajouté ceux de Hélène, le 18, et de Julien, le 22. C'était un petit hommage silencieux à ces liens qui, malgré les déceptions et les blessures, définissaient mon existence. Ce soir-là, je n'ai pas eu le cœur à fêter. L'idée même de célébrer une année de plus de cette vie me semblait absurde. J'ai commandé une pizza, ouvert une bouteille de vin bon marché et me suis installé devant une série stupide, juste pour faire taire les pensées qui tournaient en boucle dans ma tête. Le tirage du loto était à 20h30. J'ai complètement oublié. Ce n'est que vers 23h, en me brossant les dents, prête à mettre fin à cette journée morose, que je me suis souvenu du petit billet plié en 4 dans la poche de mon portefeuille. Sans grande conviction, presque par automatisme, j'ai ouvert l'application de la Française des Jeux sur mon téléphone. J'ai scanné le code barre. Le premier numéro. Correct. J'ai souri. Ça m'arrivait parfois, de gagner quelques euros. Le deuxième. Correct. Mon cœur a eu un petit soubresaut. Le troisième. Le quatrième. C'était impossible. Mes mains ont commencé à trembler si fort que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Je me suis assise sur le bord de ma baignoire, le souffle court. Le cinquième. J'ai arrêté de respirer. Et puis le dernier. Le sixième numéro. Il était là, sur mon écran, en gras, identique à celui de ma grille. Un message s'est affiché, « Félicitations, vous êtes le seul gagnant du jackpot de 47 millions d'euros. » Je suis resté figé pendant ce qui m'a semblé une éternité. Ce n'était pas possible. C'était une erreur, un bug de l'application. J'ai redémarré mon téléphone. Les numéros étaient toujours là. J'ai allumé la télévision, cherché le replay du tirage sur Internet. J'ai vu les boules en plastique tomber, une par une, dans le tube transparent, formant la combinaison qui allait faire exploser ma vie. 47 millions d'euros. J'étais la seule gagnante. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas sauté de joie. J'ai été submergée par une vague de panique si intense que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Je me suis assise par terre dans mon salon, le billet tremblant dans ma main. Et je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai passé des heures sur Internet, à lire des histoires d'horreur. Des gagnants du loto harcelés, volés, ruinés par leur propre famille. Des amitiés brisées, des vies détruites par la cupidité. L'argent ne semblait pas apporter le bonheur, mais le chaos. Alors que le soleil se levait sur Lyon, une décision s'est imposée à moi, claire et terrifiante. Personne, absolument personne, ne devait savoir. La première chose que j'ai faite, le lendemain matin, à 8h précises, a été d'appeler mon bureau pour me déclarer malade. C'était la première fois en 5 ans que je prenais un jour de congé imprévu. Ma voix était si rauque à cause du choc et du manque de sommeil que mon patron n'a même pas posé de questions, se contentant d'un « soignez-vous bien ». Ensuite, j'ai passé 1 heure sur Internet, non pas à regarder des yachts ou des villas de luxe, mais à chercher « meilleur avocat fiscaliste Lyon Anonymat Gain Loterie ». Le nom de Maître Dubois est apparu en premier, avec des avis élogieux sur sa discrétion et son efficacité. Son cabinet était situé dans le quartier chic de la Presqu'île, un monde à des années-lumière du mien. J'ai pris rendez-vous pour l'après-midi même. Quand je suis entrée dans son bureau aux boiseries sombres et aux fauteuils en cuir, avec mon jean usé et mes vieilles baskets, je me sentais comme une usurpatrice. J'avais l'impression que tout le monde pouvait voir le secret que je portais. J'ai sorti le billet de mon sac, maintenant précieusement conservé dans une pochette en plastique, et l'ai posé sur le bois verni de son bureau. J'ai gagné ça hier soir, ai-je murmuré, ma voix à peine audible. Et je veux que personne, absolument personne, ne le sache. Maître Dubois a à peine scié. Il a chaussé ses lunettes, a examiné le billet avec une attention méticuleuse, puis m'a regardé avec un calme professionnel qui m'a immédiatement rassuré. « Vous avez bien fait de venir me voir en premier », a-t-il dit d'une voix posée. « C'est la décision la plus sage que vous pouviez prendre. » Pendant 2 heures, il m'a expliqué les options. En France, il était possible de rester anonyme, mais il fallait être extrêmement prudent. Nous allions créer une structure, une sorte de fondation ou de fiducie, qui encaisserait les gains à ma place. Il m'a parlé des impôts, des placements, de l'importance cruciale de s'entourer d'une équipe de confiance, un gestionnaire de fortune, un notaire, et lui-même.
La plus grosse erreur des gagnants, m'a-t-il averti en me fixant intensément, c'est de parler trop vite. Une confidence à un meilleur ami, une allusion à un frère. Une fois que le secret est éventé, il n'y a pas de retour en arrière. Votre vie devient un enfer. Je suis sorti de son bureau avec une pile de documents et un poids en moins sur les épaules. Mais un autre poids était apparu. Celui du secret. Je suis retourné à ma vie normale, en apparence. J'ai continué à aller au travail, à subir les humeurs de mon patron, à écouter mes collègues se plaindre de l'augmentation du prix de l'essence, à manger mes sandwichs à mon bureau pour économiser. Mais tout était différent. Je vivais une double vie. J'étais Amélie la comptable précaire, et j'étais Amélie la multimillionnaire qui signait des papiers valant des fortunes. Cette dualité a commencé à me peser, à me rendre paranoïaque. Je me surprenais à observer ma famille avec un regard nouveau, clinique. Quand ma sœur Hélène se plaignait du coût de ses vacances au ski à Megève, je serrais les dents en pensant à la somme ridicule que cela représentait pour moi. Quand mon frère Julien m'appelait pour me taxer 50 € pour l'essence, je sentais la colère monter. Serait-il heureux pour moi s'il savait? Ou me verrait-il simplement comme un distributeur de billets géants, une solution à tous leurs problèmes? L'idée a germé lentement, au cours de plusieurs nuits d'insomnie. Et si je pouvais le savoir? Et si je pouvais tester leur véritable nature avant de décider avec qui, si jamais, je partagerais ma nouvelle vie? Le plan s'est cristallisé dans mon esprit, à la fois simple et cruel. J'allais inverser les rôles. Pour la première fois de ma vie, ce n'est pas moi qui allais donner, mais moi qui allais demander. J'allais leur dire que j'avais tout perdu. Mon travail, mes économies. J'allais leur demander de l'aide. Une somme précise, 5 000 €. Assez pour être significatif, pour demander un effort, mais pas assez pour ruiner l'un d'entre eux. C'était un plan risqué, peut-être même cruel. Mais c'était le seul moyen de savoir qui m'aimait pour ce que j'étais, et non pour ce que je pouvais donner. J'allais tendre un piège, et j'avais peur de ce que j'allais attraper. Avant de mettre mon plan diabolique à exécution, j'avais besoin d'un avis extérieur, d'une ancre dans la tempête qui s'agitait en moi. Je ne pouvais plus porter ce fardeau toute seule. J'ai invité ma meilleure amie, Chloé, à dîner. Chloé et moi, nous nous étions rencontrés en première année de fac de sciences économiques. Nos chemins avaient bifurqué, elle était devenue infirmière aux urgences, un métier de dévouement qui contrastait avec mon univers de chiffres, mais notre amitié était restée intacte. Elle était la seule personne qui connaissait vraiment les dessous de ma relation familiale, les humiliations silencieuses, les sacrifices non reconnus. Bien sûr, je ne lui ai pas parlé du loto. C'était encore trop tôt, trop dangereux. La mise en garde de Maître Dubois résonnait encore dans ma tête. Je lui ai seulement parlé de mon « expérience sociale », comme je l'appelais pour me donner bonne conscience. Nous étions assises sur mon petit balcon qui donnait sur une cour intérieure, un verre de rosé à la main. Je vais leur dire que j'ai perdu mon travail, ai-je commencé, en essayant de garder une voix neutre, détachée. Que la boîte a fait faillite. Et que j'ai besoin d'argent pour tenir le coup. Juste pour voir leur réaction. Chloé a froncé les sourcils. Elle a posé son verre sur la petite table en fer et m'a regardé droit dans les yeux. Son regard d'infirmière, celui qui voit au-delà des apparences. Amélie, c'est de la manipulation, a-t-elle dit doucement, mais fermement. Le mot a claqué dans l'air du soir. Pourquoi tu ferais ça? Tu vas te faire plus de mal qu'à eux. Tu connais ta famille, tu sais déjà comment ils vont réagir. Ces mots m'ont frappé. Venant de n'importe qui d'autre, je les aurais balayés d'un revers de main. Mais venant de Chloé, ils avaient du poids, de la substance. Parce que j'en ai marre, Chloé, ai-je répondu, la voix soudain tremblante d'une émotion que je ne contrôlais plus. J'en ai marre d'être la seule à donner, la seule à me sacrifier. Je veux savoir, pour de vrai, qui serait là pour moi si les rôles étaient inversés. Juste une fois. J'ai besoin de savoir. Mais mentir pour tester les gens, ce n'est pas toi, a-t-elle insisté, sa voix toujours aussi douce. Tu es la personne la plus honnête que je connaisse. Pourquoi ne pas avoir une conversation franche et honnête avec eux? Leur dire ce que tu as sur le cœur? J'ai éclaté d'un rire sans joie, un rire amer. Une conversation honnête? Avec ma famille? Tu sais très bien comment ils sont.
Il trouverait le moyen de retourner la situation contre moi, de me faire passer pour l'égoïste, l'ingrate. Le doute s'est insinué en moi, comme un poison. Et si elle avait raison? Et si, en essayant de démasquer leur vrai visage, j'étais en train de perdre le mien? Et si je devenais comme eux, calculatrice et froide? L'espace d'un instant, j'ai failli tout annuler. Mais ensuite, les souvenirs sont revenus en cascade, vifs et douloureux. Le visage de mon frère quand il me promettait de me rembourser en sachant pertinemment qu'il mentait. Le ton condescendant de ma sœur quand elle parlait de mon petit salaire devant toute la famille. La déception dans les yeux de mon père quand je lui ai annoncé que je ne faisais pas de grandes études. La colère, une colère juste et légitime, a balayé le doute. Non. Je devais savoir. Je devais avoir des certitudes avant de prendre la moindre décision concernant mon avenir, et le leur. Avant de vous raconter les appels téléphoniques qui ont suivi, et croyez-moi, vous n'allez pas en croire vos oreilles, n'oubliez pas de liker cette vidéo si mon histoire vous touche. Ça m'aide beaucoup à faire connaître ces témoignages. Bon, revenons à mon plan. J'ai remercié Chloé pour son honnêteté, mais ma décision était prise. Elle a vu la détermination dans mon regard et n'a plus insisté. Le lendemain, j'ai envoyé un message à mon père pour lui proposer un café, prête à jouer le rôle de ma vie. J'ai décidé de commencer par ma mère. Dans mon esprit, il y avait une logique tordue, si même ma propre mère me laissait tomber, alors je n'aurais plus aucun scrupule pour la suite. Je me disais qu'une mère, c'est une mère. Malgré ses défauts, malgré sa superficialité, le lien du sang devait bien signifier quelque chose. Je l'ai appelée un après-midi, en prenant soin de rendre ma voix faible, angoissée, comme si je venais de pleurer pendant des heures. Elle a mordu à l'hameçon immédiatement. Sa voix s'est remplie d'une inquiétude théâtrale. Amélie? Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air complètement bouleversée. Je lui ai déroulé mon histoire, que j'avais répétée des dizaines de fois devant mon miroir pour qu'elle soit parfaitement crédible. La faillite soudaine de l'entreprise, le patron qui s'enfuit avec la caisse, me laissant sans mon dernier salaire ni indemnité. J'ai ajouté une touche de drame personnel, parlant de mes maigres économies qui avaient fondu à cause de problèmes de santé, sur lesquels je suis restée volontairement vague, laissant son imagination faire le reste. Elle a écouté, ponctuant mon récit de « Oh mon Dieu », de « C'est un scandale » et de « Ma pauvre chérie ». J'ai presque cru à sa sincérité. Puis, j'ai lâché la bombe, avec la voix la plus pitoyable que j'ai pu produire. Maman, je déteste te demander ça, je suis tellement gênée, mais, j'ai besoin d'aide. Il me faut 5 000 € pour payer mon loyer et mes factures, juste le temps de retrouver quelque chose. Je te rembourserai dès que je pourrai, je te le promets. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Un silence qui en disait plus que 1000 mots. Un silence où je pouvais presque entendre les rouages de son cerveau calculer les implications. Oh, Amélie! A-t-elle finalement dit, et son ton avait complètement changé. Il était devenu prudent, distant, presque défensif. Ça tombe vraiment au plus mal, ma chérie. Tu sais, avec Bernard, on vient juste de payer un gros acompte pour les travaux de la maison de campagne. On est un peu à sec en ce moment. Elle a enchaîné rapidement, sans me laisser le temps de répondre, mais, tu as demandé à ton père? Il a une bonne retraite, non? Ou à Hélène? Son mari gagne très bien sa vie, il ne verrait même pas la différence. En moins de 30 secondes, elle avait transformé ma détresse en un problème qui ne la concernait plus, une patate chaude à refiler à quelqu'un d'autre. Elle m'a promis d'en parler à Bernard, mais je savais déjà ce que ça voulait dire. C'était un nom déguisé. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec mon père, Gérard. J'ai choisi un café bruyant sur la place des terreaux, pensant qu'il serait moins enclin à faire une scène en public. Je lui ai raconté la même histoire, en ajoutant quelques détails sur le stress et l'humiliation. Il m'a écouté sans m'interrompre, le visage fermé, en remuant son café. Quand j'ai eu fini, il s'est adossé à sa chaise, a croisé les bras et m'a regardé avec ce regard de professeur déçu que je connaissais si bien depuis mon enfance. Tu vois, Amélie, a-t-il commencé de sa voix professorale. C'est exactement pour ça que je t'ai toujours dit d'avoir 6 mois de dépenses de côté. Que as-tu fait de cet argent? Encore des dépenses futiles, j'imagine.
J'ai essayé de lui expliquer, les imprévus, la vie qui coûte cher à Lyon. Il a balayé mes arguments d'un geste de la main. Des excuses. Le problème, ce sont tes choix de vie. Cet appartement trop cher, ce travail sans avenir. Le sang me montait à la tête. J'ai serré les poings sous la table. Papa, je ne t'ai pas demandé une leçon de morale. Je t'ai demandé de l'aide. C'est là qu'il a prononcé la phrase qui a tout fait basculer, la phrase qui a scellé son destin dans mon esprit. Il s'est penché vers moi, a baissé la voix comme pour me confier un secret, et m'a dit, avec un petit sourire suffisant, « Tu veux 5 000 euros ? Considère ça comme une bonne leçon pour toi. Parfois, il faut toucher le fond pour apprendre à gérer son argent. » Il venait de me briser le cœur. Pas seulement en me refusant son aide, mais en se réjouissant presque de mon malheur, en le voyant comme une validation de ses propres théories. À sa place, qu'auriez-vous fait ? Comment auriez-vous réagi face à une telle humiliation ? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de savoir si je suis la seule à trouver ça monstrueux. Je suis sortie de ce café les larmes aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage. Il m'avait humiliée. Il ne savait pas à quel point il allait le regretter. La prochaine sur ma liste était ma sœur, la parfaite Hélène. Je suis allée chez ma sœur Hélène le samedi suivant. J'ai délibérément choisi un moment où je savais que son mari, Jean-Philippe, serait à son club de golf. J'ai conduit ma vieille Twingo qui faisait un bruit de casserole jusqu'à Écully, le quartier chic et verdoyant où elle vivait. Sa maison était immense, une villa d'architecte moderne avec des baies vitrées, un jardin parfaitement entretenu par un paysagiste et une piscine à débordement qui brillait sous le soleil. Rien que le portail en fer forgé qui s'est ouvert électriquement devant moi devait coûter plus cher que ma voiture. Elle m'a accueilli avec de grands sourires et des embrassades sonores. Amélie. Quelle surprise. Mais entre, je t'en prie, ne reste pas là. Son intérieur était comme dans les magazines de décoration. Tout était blanc, épuré, minimaliste et hors de prix. Elle portait une tenue de yoga de marque qui coûtait probablement plus que mon budget nourriture pour un mois. Elle m'a servi un café de sa machine dernier cri qui coûtait le prix de mon loyer, dans une tasse en porcelaine fine. Pendant que ses enfants jouaient sagement dans le salon avec des jouets en bois éducatifs, je lui ai raconté mon histoire, en y mettant tout le pathétique dont j'étais capable. Elle a joué la carte de la compassion à la perfection. Elle a mis sa main sur la mienne, sur la table en marbre de sa cuisine, a ouvert de grands yeux tristes. Oh, ma pauvre sœur. C'est terrible. Je n'arrive pas à y croire. Une faillite comme ça, du jour au lendemain. Mais ne t'inquiète pas, tu es forte, tu vas rebondir. On est là pour toi. Ces mots étaient réconfortants, et pendant une seconde, une toute petite seconde, une partie de moi a voulu y croire. J'ai pensé, peut-être que je me suis trompée sur elle. Peut-être qu'elle a changé, qu'elle a mûri. Quelle idiote j'étais. Quand j'ai prononcé le chiffre, 5 000 euros, son visage s'est figé. Ce n'était qu'une micro-expression, un changement infime, mais je l'ai vu. Le masque de la sœur parfaite est tombé pendant une fraction de seconde, remplacé par une expression d'agacement mal dissimulée. Oh là là, a-t-elle soupiré, en retirant sa main. Ça tombe vraiment très, très mal. On vient de changer l'Audi, tu sais, l'ancien modèle n'était plus assez sûr pour les enfants. Et puis il y a les frais de scolarité de l'école bilingue, c'est un budget énorme. Et puis on doit refaire la salle de bain des invités avant de recevoir les parents de Jean-Philippe. Elle a énuméré ses dépenses de luxe comme si c'était des problèmes de vie ou de mort, des obstacles insurmontables. Je suis restée silencieuse, la laissant s'enfoncer dans ses mensonges et ses prétextes. Elle a conclu en disant, « Je vais en parler à Jean-Philippe ce soir, bien sûr, mais tu sais comment il est avec le budget. Il est très strict. Je ne te promets rien. » Je suis partie de chez elle avec un goût amer dans la bouche. Ce n'était pas seulement un refus, c'était un mépris total pour ma situation, une façon de me dire que mes problèmes de survie étaient moins importants que la couleur du carrelage de sa salle de bain. Mais le pire, le coup de grâce, était à venir. Ce soir-là, alors que je ressassais cette conversation humiliante, j'ai reçu un message de ma cousine, la fille de ma tante Martine. Elle était clairement gênée. « Salut Amélie, je ne devrais pas te dire ça, mais je préfère que tu saches.
Ta sœur Hélène vient d'appeler ma mère. Elle lui a dit que tu avais de gros problèmes financiers, que tu étais totalement irresponsable et qu'il ne fallait surtout, sous aucun prétexte, te donner de l'argent. Elle a dit que tu étais en train de faire le tour de la famille pour mendier et qu'il fallait te laisser faire face à tes responsabilités pour que tu apprennes enfin. Le téléphone m'est tombé des mains. La nausée m'a prise. Elle ne s'était pas contentée de me dire non. Elle avait pris son téléphone et avait activement, délibérément, saboté mes chances d'obtenir de l'aide ailleurs. Elle m'avait poignardé dans le dos pour s'assurer que personne ne lui reprocherait de ne pas m'avoir aidé, pour se donner le beau rôle de la sœur responsable. Ce n'était plus seulement un refus. C'était une déclaration de guerre. Ma propre sœur venait de planter un couteau dans mon dos. Ce que je ne savais pas, c'est que ce n'était que le début de la spirale. Après la trahison de Hélène, j'ai senti que quelque chose s'était brisé en moi de manière irréversible. L'espoir, même le plus infime, avait disparu, remplacé par une curiosité froide et morbide. J'ai continué mon test, mais sans plus aucune illusion, comme un automate accomplissant une tâche macabre, simplement pour aller jusqu'au bout de l'expérience, pour compléter mon tableau de chasse. J'ai envoyé un long message vocal à mon frère, Julien, lui expliquant la situation en détail, avec une voix que j'espérais pleine d'émotion. Je savais qu'il n'avait pas d'argent, je ne m'attendais pas à ce qu'il me fasse un chèque. Mais j'espérais au moins un mot de soutien, un appel, une proposition pour venir boire un verre et me changer les idées. Sa réponse est arrivée 5 heures plus tard, par SMS. Un message laconique, presque insultant de désinvolture. Merde, pas de chance. Je suis là sec aussi. On s'appelle. Il n'a jamais appelé. J'ai essayé de le joindre le lendemain, puis le surlendemain. Je suis tombé directement sur sa messagerie. J'ai compris qu'il filtrait mes appels. Lui, qui savait si bien me trouver quand il avait besoin de 200, 300, 1000 euros pour ses projets. Lui, qui pouvait passer des heures au téléphone à me supplier, les larmes aux yeux. Il était soudainement devenu un fantôme. Le silence de mon propre frère était assourdissant, plus violent encore qu'un refus. Il m'avait effacé de sa vie au moment précis où j'étais devenu un fardeau potentiel plutôt qu'une ressource. Ensuite, j'ai appelé ma tante Héloïse, la sœur de mon père. Je savais à quoi m'attendre, mais sa réaction a dépassé mes pires craintes. Il n'y avait pas de pitié dans sa voix, mais une sorte de jubilation malsaine, le triomphe de celle qui a toujours raison. Ah! Je l'ai toujours dit que cette entreprise n'était pas sérieuse, a-t-elle claironné, comme si elle venait de gagner un prix. Tu vois, si tu m'avais écouté à l'époque, si tu avais accepté ce poste à la banque que mon mari t'avait trouvé, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Mais les jeunes n'écoutent jamais. Elle ne m'a pas demandé une seule fois comment j'allais, si j'avais de quoi manger. Elle a juste profité de l'occasion pour me prouver qu'elle avait toujours eu raison sur tout. Pour elle, mon malheur était une victoire personnelle. Le reste de la liste a défilé de la même manière, comme une litanie funèbre. La femme de mon père, Sylvie, m'a répondu froidement que leur projet de retraite était leur priorité absolue et qu'ils ne pouvaient pas prendre de risques pour les autres. Le mari de ma mère, Bernard, m'a dit sans détour au téléphone, « Écoutez, Amélie, je ne suis pas votre père. J'ai déjà assez à faire avec votre mère. Vos problèmes financiers ne me regardent pas. » Chaque appel était un nouveau coup de poignard, chaque refus une nouvelle confirmation de ma solitude abyssale. En l'espace d'une semaine, j'avais fait le tour de ce que j'appelais ma famille. Le résultat était sans appel. Des leçons de morale, des promesses en l'air, des prétextes fallacieux, et surtout, un silence glacial. La nouvelle de ma chute s'était répandue comme une traînée de poudre, non pas pour susciter l'entraide, mais pour alimenter les commérages. J'étais devenue le sujet de conversation, la pauvre Amélie qui a tout raté. Personne ne voulait être associé à l'échec. J'étais assise seule dans mon appartement, entourée par le silence de ceux qui étaient censés m'aimer. J'avais ma réponse. Le test était terminé, et tout le monde avait échoué. C'est alors que mon téléphone a sonné. Un numéro que je connaissais par cœur. C'était ma tante Martine. Quand j'ai vu le nom de ma tante Martine s'afficher sur l'écran de mon téléphone, mon cœur s'est serré. Je n'avais pas encore eu le courage de l'appeler. Elle était la dernière sur ma liste, la seule que je redoutais de décevoir et de mettre dans l'embarras.
Je ne voulais pas la mettre dans une situation difficile. Je savais qu'elle n'avait pas beaucoup de moyens, qu'elle comptait chaque euro. L'idée de lui demander de l'argent me semblait indécente, presque cruelle. Apparemment, la « bonne parole » de ma sœur Hélène était arrivée jusqu'à elle, et elle avait décidé de prendre les devants. J'ai décroché, la gorge nouée, m'attendant à une version plus douce des discours que j'avais déjà entendus. « Amélie, ma chérie, c'est Martine. Comment tu vas ?» Sa voix était douce, chaude, remplie d'une inquiétude sincère qui n'avait rien de fin. Il n'y avait aucune pitié, aucun jugement. Juste de l'affection pure. Ta mère m'a appelé. Elle m'a raconté pour ton travail. Ne t'inquiète pas, ma puce, ce ne sont que des choses matérielles. L'important, c'est que tu ailles bien. Les larmes me sont montées aux yeux instantanément. C'étaient les premiers mots de réconfort authentique que j'entendais depuis une semaine. Les premiers mots qui ne cachaient pas un refus ou une leçon de morale. On peut se voir demain, a-t-elle continué. Je t'invite à déjeuner. On ira dans ce petit bouchon lyonnais que tu aimes bien, près de la place Satonnet. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés. Martine était comme d'habitude, simple, vêtue d'un jean et d'un pull coloré, avec son sourire lumineux et ses yeux pétillants de malice. Elle m'a prise dans ses bras et m'a serré si fort que j'ai senti une partie de ma carapace se fissurer et tomber en morceaux. Pendant le repas, elle ne m'a pas posé de questions sur l'argent, sur ce que j'allais faire. Elle m'a interrogé sur mes passions, sur ce que j'aimerais vraiment faire de ma vie si j'avais le choix. Elle m'a parlé de ses élèves, de leurs dernières bêtises, de ses petits bonheurs. Elle m'a traité comme une personne, pas comme un problème à résoudre. À la fin du repas, au moment du café, elle a fouillé dans son grand sac à main en toile usée. Elle en a sorti une enveloppe blanche, toute simple, un peu cornée. Elle l'a fait glisser sur la table en bois vers moi. « Tiens, prends ça », a-t-elle dit d'une voix douce mais ferme, comme pour anticiper mes protestations. J'ai ouvert l'enveloppe, les mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait des billets. Beaucoup de billets. Des billets de 50 et de 100 euros. J'ai compté, le souffle coupé. Il y avait 3000 euros. J'ai relevé la tête, stupéfaite, les yeux pleins de larmes. Tantine, je ne peux pas accepter. C'est beaucoup trop. Je sais ce que ça représente pour toi. Je savais que c'était presque la totalité de son livret A, le fruit de des années d'économie. Ne dis pas de bêtises, a-t-elle répondu en posant sa main chaude sur la mienne. C'est tout ce que j'ai pu rassembler, mais ça devrait t'aider pour le loyer et les courses du mois prochain. La famille, la vraie, c'est fait pour ça. Puis, elle a ajouté quelque chose qui a fini de me briser le cœur et de le reconstruire en même temps. Et écoute-moi bien. Si jamais ça ne suffit pas, mon canapé est toujours disponible. Ce n'est pas le grand luxe, mais tu auras un toit et une assiette chaude. On se serrera, et on s'en sortira, toutes les deux. Je pleurais, mais pour la première fois, c'était des larmes de gratitude et de soulagement. Cette femme, qui avait le moins, m'avait tout donné. Son argent, sa maison, son soutien inconditionnel. Elle n'avait pas hésité une seule seconde. C'est à ce moment-là que j'ai su ce que je devais faire. Je devais lui dire la vérité. Toute la vérité. J'ai insisté pour raccompagner ma tante Martine chez elle. Son petit appartement, situé dans un vieil immeuble de Caluire, était rempli de livres jusqu'au plafond, de plantes vertes qui tombaient en cascade des étagères et de dessins d'enfants punaisés sur les murs. C'était un lieu modeste, mais vivant, chaleureux, à son image. Une fois la porte fermée, je lui ai rendu l'enveloppe. « Tantine, je ne peux vraiment pas accepter. S'il te plaît, reprends-le. Tu en as plus besoin que moi. » Elle a secoué la tête, pensant que c'était ma fierté qui parlait. « Amélie, l'argent est fait pour circuler. Aujourd'hui c'est toi, demain ce sera peut-être moi. Ne t'en fais pas pour ça. » Alors, je me suis assise en face d'elle sur son vieux canapé confortable, j'ai pris une grande inspiration et j'ai tout avoué. « Tantine, je dois te dire quelque chose d'important. Je ne t'ai pas dit toute la vérité. Je n'ai pas perdu mon travail. » Elle m'a regardée, surprise, mais sans une once de jugement dans les yeux. Elle a juste froncé les sourcils, attendant la suite, attentive. J'ai inventé cette histoire, ai-je continué, la voix tremblante, honteuse tout à coup.
J'ai menti à tout le monde. C'était un test. Je voulais savoir qui, dans cette famille, tenait vraiment à moi, au-delà des apparences et de l'argent. Martine est restée silencieuse un long moment, digérant l'information. Je m'attendais à de la colère, de la déception. Au lieu de ça, j'ai vu une immense tristesse dans son regard. Elle a soupiré, un soupir qui venait du fond du cœur. « Oh, ma chérie », a-t-elle dit doucement. « Je ne suis pas en colère contre toi. Je suis juste triste. Triste que tu aies ressenti le besoin de faire une chose pareille pour avoir des réponses. Ça en dit long sur ce que tu as dû endurer toutes ces années. » Sa compassion était infinie. Elle ne me reprochait pas mon mensonge, elle plaignait la douleur qui m'y avait poussé. Sa réaction, sa compréhension immédiate, m'a donné le courage d'aller jusqu'au bout, de lui révéler le secret qui me brûlait de l'intérieur. C'était le moment. Si je ne pouvais pas lui faire confiance, alors je ne pourrais jamais faire confiance à personne. Il y a autre chose, ai-je murmuré, presque inaudiblement. La vraie raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. Le jour de mon anniversaire. Je me suis levée, incapable de rester en place, j'ai fait les 100 pas dans son petit salon. Tantine, j'ai gagné au loto. Elle a écarquillé les yeux. Tu plaisantes? Comme, quelques milliers d'euros? J'ai secoué la tête, un sourire tremblant sur les lèvres. Non. Le jackpot. 47 millions d'euros. Le choc sur son visage était total. Elle est restée bouche bée pendant plusieurs secondes, la main devant la bouche. Puis, la première chose qu'elle a faite n'a pas été de me demander de l'argent, ni de me poser des questions sur la somme. Elle s'est levée, m'a prise dans ses bras, et m'a dit à l'oreille, sa voix étranglée par l'émotion, « Je suis si heureuse pour toi. Tu le mérites tellement, après tout ce que tu as traversé. » Puis, elle s'est reculée, m'a regardé avec un sérieux soudain et a ajouté, « Et écoute-moi bien. Je ne veux rien. Pas un centime. Ce secret mourra avec moi si c'est ce que tu souhaites. Ta tranquillité d'esprit est plus importante que tout. C'est incroyable, n'est-ce pas? La personne la plus pauvre matériellement était la plus riche de cœur. Elle venait de me donner la plus grande preuve d'amour et de loyauté que j'ai jamais reçue. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la fin. La confrontation avec le reste de la famille va être épique, je vous le promets. Savoir que je n'étais plus seule avec ce secret m'a donné une force que je ne me connaissais pas. J'ai repris l'enveloppe de 3 000 € de ses mains et je l'ai mise de force dans son sac. Non, Tantine. Cet argent, tu le gardes. Et ce n'est qu'un tout petit début. Pour la première fois depuis des jours, je souriais. J'avais un plan, non plus pour tester les gens, mais pour construire une nouvelle vie. Et la première étape était une confrontation finale. J'ai envoyé un message groupé à toute la famille pour une réunion importante le dimanche suivant. Le dimanche après-midi, ils étaient tous là, entassés dans mon petit appartement. Mon père et sa femme, Sylvie, qui regardaient mes meubles avec un air de dégoût. Ma mère et son mari, Bernard, qui n'arrêtait pas de regarder sa montre de luxe. Ma sœur Hélène et son époux, Jean-Philippe, qui semblait mal à l'aise d'être dans un quartier si populaire. Et même mon frère Julien, qui avait miraculeusement retrouvé mon numéro et était venu, sans doute par curiosité malsaine. Ils étaient assis sur mon canapé usé et sur des chaises que j'avais empruntées à ma voisine, l'air mal à l'aise, curieux, un peu méfiant. Ma tante Martine était là aussi, assise un peu à l'écart dans un fauteuil, son regard bienveillant posé sur moi. Elle était mon ancre, mon témoin silencieux. J'ai attendu que le silence se fasse, un silence lourd de sous-entendus et de reproches muets. Je les ai regardés, un par un, en prenant mon temps. Leurs visages, que je connaissais par cœur, me semblaient soudain étrangers, comme ceux de personnages dans une pièce de théâtre. J'ai pris une grande inspiration, non pas pour me calmer, car j'étais étrangement sereine, mais pour savourer l'instant. J'avais le pouvoir, pour la première fois de ma vie. Merci d'être venu, ai-je commencé d'une voix calme et posée, une voix que je ne me connaissais pas, dénuée de toute supplication. Je vous ai réunis parce que je sais que beaucoup de rumeurs ont circulé à mon sujet cette semaine, et je voulais clarifier les choses en personne. Des regards fuyants se sont échangés. Hélène est devenue très intéressée par ses ongles parfaitement manucurés. Julien tapotait nerveusement sur son téléphone.
Je voulais juste vous annoncer que la situation est réglée, ai-je continué, en marquant une pause. J'ai retrouvé un travail. Un poste de directrice dans une fondation, un poste à responsabilité, bien mieux payé que mon ancien emploi. C'était techniquement vrai. La fondation, c'était la mienne, et je m'étais nommée directrice avec un salaire confortable. Un soupir de soulagement collectif, presque audible, a parcouru la pièce. Leurs visages se sont détendus. Le problème Amélie était résolu. Ils n'auraient pas à se sentir coupables, ni à ouvrir leur portefeuille. Eh bien, c'est une excellente nouvelle, s'est exclamée ma mère, avec un enthousiasme un peu trop forcé. Tu vois, je t'avais dit que tu finirais par t'en sortir. C'est mon père qui a allumé la mèche, avec son tact habituel. Alors pourquoi tout ce drame, a-t-il demandé sur un ton accusateur. Pourquoi nous avoir tous appelés à l'aide, nous avoir inquiétés, si tu avais cette solution en vue? Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans ciller. Le temps des faux-semblants, de la peur de déplaire, était terminé. Parce que cette solution n'existait pas la semaine dernière, papa. Parce que quand j'ai cru que j'avais tout perdu, je me suis tournée vers ma famille. C'est ce que les gens normaux font, non? On s'attend à ce que notre famille soit un filet de sécurité, pas un tribunal. Un silence glacial est tombé. J'ai demandé de l'aide, ai-je dit en balayant la pièce du regard. Et savez-vous ce que j'ai reçu? De ta part, papa, j'ai reçu une leçon de morale humiliante. De ta part, maman, j'ai reçu une liste de prétextes et une invitation à aller voir ailleurs. De ta part, Julien, j'ai reçu un silence méprisant. Et de ta part, Hélène? Mon regard s'est posé sur ma sœur, qui est devenue blême. J'ai reçu non seulement un refus, mais aussi un coup de poignard dans le dos. Tu as activement dit aux autres de ne pas m'aider. Ils ont commencé à se justifier, à parler tous en même temps, une cacophonie de mauvaise foi. Tu ne peux pas comprendre, c'était une période compliquée pour nous aussi, tu as toujours été trop sensible, tu prends tout mal, je voulais juste te protéger, te forcer à être responsable. Personne, pas une seule personne, n'a dit les deux mots que j'attendais peut-être encore secrètement, je suis désolée. Je les ai laissés s'empêtrer dans leurs mensonges, puis j'ai levé la main. Ça suffit. Je n'ai pas besoin de vos excuses, parce qu'elles ne seraient pas sincères. Je voulais juste que vous le sachiez. J'ai compris. J'ai enfin compris où était ma place. Ou plutôt, où elle n'était pas. Ils sont partis un par un, en silence cette fois, laissant derrière eux un vide et une odeur de gêne. Je n'avais pas eu d'excuses, mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux, ma liberté. Ma nouvelle vie pouvait enfin commencer. 1 an. 12 mois. 365 jours. C'est le temps qu'il m'a fallu pour démolir mon ancienne vie, pierre par pierre, et en construire une nouvelle sur des fondations saines. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je peine à reconnaître la femme angoissée, fatiguée et invisible que j'étais. La femme que je vois maintenant a des cernes, oui, mais ce sont des cernes de travail passionné, pas de désespoir. Elle a le sourire plus facile. Elle se tient plus droite. J'ai quitté mon travail de comptable le lendemain de la confrontation. J'ai posé ma démission sans préavis, en laissant une lettre sur le bureau de mon patron dans laquelle je détaillais, avec des chiffres précis, tout l'argent que mes stratégies lui avaient fait gagner et qu'il avait omis de reconnaître. C'était l'un des jours les plus satisfaisants de ma vie. J'ai vendu mon petit appartement de la Croix-Rousse et j'ai acheté une maison dans les Monts d'Or. Pas un château, non, je n'ai jamais rêvé de ça. Juste une jolie maison en pierre dorée avec un jardin, où je peux boire mon café le matin en écoutant les oiseaux chanter et en regardant mes tomates pousser. C'est mon havre de paix. À quelques rues de chez moi, il y a une autre maison, plus petite, de plein pied, avec un jardin adapté et une douche à l'italienne. C'est la maison de ma tante Martine. J'ai mis des mois à la convaincre d'accepter ce « cadeau de la vie », comme je l'appelais. Elle a enfin accepté de prendre sa retraite anticipée, après 40 ans passés à éduquer les enfants des autres. Libérée du stress financier et avec les meilleurs soins médicaux que je finance discrètement via une assurance privée, sa santé s'est considérablement améliorée. Elle fait du bénévolat dans une bibliothèque de quartier et s'occupe de son potager avec une passion communicative. Je la vois presque tous les jours. Elle est la seule famille dont j'ai besoin. Le reste de mon temps, et une grande partie de mon argent,
je le consacre à ma fondation. Je l'ai appelé « Les liens du cœur ». Notre mission est simple, briser l'isolement des personnes âgées de la région lyonnaise. On leur offre une aide financière pour payer leurs factures, bien sûr, mais notre véritable travail est ailleurs. On organise des sorties, des ateliers de cuisine, des après-midi jeux de société. On a une équipe de bénévoles qui réparent leurs fuites d'eau, changent leurs ampoules, ou simplement passent une heure à discuter avec eux. Ma meilleure amie, Chloé, a démissionné de son poste d'infirmière pour devenir la directrice des opérations. Son empathie et son expérience du terrain sont inestimables. Ensemble, nous avons l'impression de faire quelque chose qui a du sens, de réparer un peu le monde. Et le reste de ma famille ? Ils ne savent toujours rien. Pour eux, j'ai eu une chance incroyable en trouvant ce poste dans une fondation américaine très généreuse qui cherchait une directrice en France. C'est l'histoire que je leur ai servie, et ils l'ont gobée sans poser de questions. Ma réussite les met mal à l'aise, elle est un miroir de leur propre échec moral. Nos relations sont devenues distantes, polies. Un message pour les anniversaires, une carte à Noël. C'est tout. La fausse proximité a disparu, et honnêtement, c'est un soulagement immense. Il y a eu des moments où j'ai été tentée de leur jeter ma richesse au visage. Mais j'ai choisi une autre voie, plus silencieuse. Quand mon père a eu des problèmes cardiaques et que sa mutuelle ne couvrait pas une opération coûteuse, j'ai fait un don anonyme à l'association de l'hôpital pour couvrir ses frais. Quand mon frère Julien a enfin décidé d'entrer en cure de désintoxication, j'ai fait un don important à l'association qui gérait le centre, assurant qu'il ait la meilleure prise en charge possible. Ils n'ont jamais su que ça venait de moi. Ce n'était pas du pardon. C'était ma façon de clore le chapitre, de payer une dernière fois, non pas leur dette, mais la mienne envers la vie. L'argent ne m'avait pas seulement apporté la sécurité, il m'avait apporté la clarté. La clarté de voir qui méritait une place dans ma vie. Hier soir, j'étais sur ma terrasse avec ma tante Martine. Le ciel était clair, et on pouvait voir les lumières de Lyon scintiller au loin. Nous regardions le soleil se coucher sur les collines. Tu sais, m'a-t-elle dit en sirotant sa tisane, parfois, je me demande ce qui se serait passé si tu avais annoncé ton gain tout de suite, ce fameux soir de ton anniversaire. J'y ai pensé souvent, à ce scénario alternatif. J'ai imaginé les appels soudains, les larmes de joie hypocrites, les déclarations d'amour enflammées, les « on a toujours su que tu réussirais ». J'aurais été entourée, adulée, invitée partout. Et j'aurais été plus seule que jamais, emprisonnée dans un nouveau mensonge, incapable de distinguer la sincérité de la cupidité. Ce test, ai-je répondu en posant ma main sur la sienne, même s'il était douloureux, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Il m'a coûté une famille, mais il m'a offert la vérité. Et la vérité, ça n'a pas de prix. La plus grande leçon que j'ai apprise durant cette année folle n'est pas sur les autres, mais sur moi-même. Avant, je croyais que ma valeur se mesurait à ma capacité à aider, à donner, à me sacrifier. J'achetais l'affection des autres en m'effaçant, en disant toujours oui, en ne demandant jamais rien en retour. J'ai compris maintenant que l'amour, le vrai, celui que Martine m'a offert sans condition, ne se monnaie pas. Il est inconditionnel. Il est présent dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la joie comme dans l'épreuve. L'argent n'a pas changé les membres de ma famille. Il n'a fait que mettre un projecteur puissant sur ce qu'ils avaient toujours été au fond d'eux. Égoïstes, calculateurs, indifférents. L'argent n'a pas corrompu nos relations, il a simplement révélé qu'elles étaient déjà pourries de l'intérieur, qu'elles ne tenaient qu'à un fil, celui de mon utilité. Ma vie aujourd'hui est riche, mais pas seulement à cause des zéros sur mon compte en banque. Elle est riche de sens, grâce à ma fondation. Riche d'amitié, avec Chloé à mes côtés. Riche d'amour, avec ma tante Martine. Et riche de paix intérieure. L'angoisse des fins de mois a disparu, mais l'angoisse bien plus profonde de ne pas être aimée pour ce que je suis a disparu aussi. J'ai construit une vie qui correspond à mes valeurs, et non à mes peurs. Et vous, avez-vous déjà dû faire face à une situation où l'argent a révélé le vrai visage de vos proches? Avez-vous déjà dû tester la loyauté de ceux que vous aimez? Partagez vos histoires, vos expériences, dans les commentaires. Si cette vidéo a résonné en vous, merci de la liker et de la partager avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre que sa valeur ne dépend pas de ce qu'il ou elle peut donner aux autres, mais de qui il ou elle est.
Merci de m'avoir écouté, et je vous souhaite de trouver la clarté et la paix dans vos propres vies.